Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Dans cet épisode, nous allons parler des cambriolages les plus rocambolesques de l'histoire. Et pour ce faire, j'ai un complice aujourd'hui qui s'appelle Tony et qui va nous raconter deux histoires incroyables. Partons à Paris. Le 22 août 1911 exactement, le jour où la Joconde a été volée. Dans la matinée de ce mardi, de nombreuses personnes se rendent au Louvre pour admirer la mystérieuse Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Mais ce jour-là, c'est le drame. À l'emplacement de la Joconde, plus de Joconde, mais un grand pan vide orné de 4 crochets. Les gardiens sont alertés, mais au début, ils s'inquiètent pas trop, car le tableau est probablement dans les locaux de la maison de photographie Braun et compagnie. On vérifie. Alerte, il n'y est pas. On a dérobé la Joconde. Monsieur Amar, le chef de la sûreté au 36 quai des Orfèvres, est appelé. Paris est en alerte. 60 inspecteurs sont attachés à l'affaire. On retrouve dans le petit escalier qui mène à la cour Visconti le cadre et la vitre du tableau. Ouf, un indice. Un criminologue retrouve dessus une empreinte digitale qui va être comparée à celle des 257 employés du Louvre. Évidemment, ça ne correspond pas. Et le directeur du musée de l'époque, Théophile Homolle, est obligé de démissionner. La nouvelle du vol se répand. Tout Paris en parle. Qui a bien pu voler Mona Lisa ? Et cette question, un homme se la pose tous les jours. C'est Joseph-Marie Drouot, le mari de la Joconde, surnommé ainsi, puisque c'est le juge d'instruction en charge de l'affaire. Il va même emprisonner quelques jours Guillaume Apollinaire. Et oui, le poète, car son ancien secrétaire Guy Pierret a quelques mois plus tôt dérobé des statuettes au Louvre. Et cette histoire va plus loin, puisqu'après Apollinaire, c'est Picasso qui est soupçonné, car il aurait acheté 2 statuettes volées à Guy Perret. Bref, vous l'aurez compris, cette enquête part dans tous les sens, et la Joconde est probablement déjà très loin. Eh bien en fait non, elle est toujours à Paris. Pendant près de 2 ans, elle va rester dans un tout petit appartement décrépit de la rue de l'Hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement. Mais qui est son voleur ? C'est un vitrier italien du nom de Vincenzo Perugia, le vitrier qui a mis la Joconde sous verre. Le 21 août 1911, il profite de la fermeture du musée pour s'emparer de la Joconde et la dissimuler sous sa veste. Bien sûr, il fut interrogé par la police, mais il avait un alibi. Et c'est en 1913 que Vincenzo va se trahir, en tentant de revendre le tableau à un antiquaire italien qui alerte immédiatement la police. La justification du voleur ? Le patriotisme, évidemment. Il pensait que Bonaparte aurait dérobé la Joconde à l'Italie, et donc, il voulait la restituer à son pays. Ouais. En tout cas, il prendra 1 an de prison, et depuis, ce n'est pas l'original que vous pouvez admirer au Louvre, mais bien une copie. Au fil des années, bon nombre d'œuvres d'art ont été dérobées. Certaines par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de nombreux musées ont été victimes de vols, comme le musée Munch d'Oslo, qui le 22 août 2004, alors pourquoi toujours au mois d'août, il faudra m'expliquer, le musée Munch d'Oslo donc, fut le théâtre du vol des célèbres tableaux Le Cri et la Madone de Munch. Et cette histoire est folle, puisqu'elle s'est faite en plein jour, sous le regard des visiteurs médusés. 2 individus sont arrivés avec des armes et ont simplement décroché les œuvres avant de partir dans un véhicule volé. Et c'est seulement en 2006 que les œuvres de Munch ont été retrouvées. Dans le cinéma et la télévision, les braquages ont toujours fait fantasmer. Et il y a une série en particulier qui a tenu à bout de souffle des milliers de téléspectateurs. Je parle de la Casa de Papel, mais est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ? Attention, parce que les créateurs ont toujours nié s'être inspirés de cette histoire, mais les ressemblances sont tout à fait troublantes. Nous sommes le 12 janvier 2006 en Argentine, quand 6 braqueurs entrent dans une banque
et prennent en otage les clients pendant des heures, malgré un siège de police impressionnant. Et une fois que la police fut enfin entrée, les braqueurs avaient disparu avec 15 millions de dollars en laissant un mot. Dans les quartiers de Ricacones, sans armes ni rancune, ce n'est qu'argent et pas de l'amour. Et derrière ce braquage se trouve Fernando Arroyo, professeur d'arts martiaux qui s'est fait surnommer El Maestro. Cet homme voulait simplement faire comme Robin des Bois, volant les riches pour donner aux pauvres. Et dans ce cadre, il recrute un gang pour mener à bien son plan. Les maîtres mots de son méfait sont douceur et non-violence. Le coup est réussi, mais ils vont se faire choper peu de temps après, car l'épouse d'un des membres du gang est allée les dénoncer à la police parce que son mari voulait la quitter. Aïe aïe aïe! Moralité, il ne faut jamais blesser une femme. Les voleurs, eux, ont écopé de 5 ans de prison. Et maintenant, je laisse la parole à Tony, qui nous emmène à Nice. Bonjour à tous, merci Louise et merci à History Club de me recevoir. Et oui, en parlant de braquage sans violence, il est impossible de ne pas évoquer le fameux braquage de la Société Générale de Nice de 1976, appelé aussi le casse des égoutiers. Le week-end du 16 au 17 juillet, 6 gangsters, à croire que c'est le nom magique pour un braquage, pénètrent dans la salle des coffres de la Société Générale pendant 2 jours et 2 nuits, empruntant des égouts et un tunnel de 8 mètres creusé à la main par les braqueurs pendant près de 3 mois. Ils ont dévalisé près de 300 coffres de particuliers. Entre les bijoux, l'argent liquide ou encore des lingots, le butin des voleurs est estimé à 50 millions de francs, 7,6 millions d'euros d'aujourd'hui, qui n'ont bien sûr jamais été retrouvés. Imaginez l'effroi du directeur de la banque, qui arrive toute bonne humeur un lundi matin et qui découvre que la salle des coffres ne contient plus rien. Les scélérats, hein. À part une inscription, sur l'un des murs, à la craie, sans armes, ni violence et sans haine. L'un des auteurs se nomme Spiaggiari, qui sera interpellé, mais qui s'évadera en moto grâce à un complice. Il restera 12 ans en cavale avant de mourir. Une des légendes raconte que le complice à moto de Spiaggiari n'était autre que le ministre et maire de Nice, Christian Estrosi. Heureusement, il prouvera qu'il se trouvait à Daytona, en Floride, engagé dans une course de moto. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le film « Sans armes, sans haine ni violence » de Jean-Paul Rouve ou le film « Les égouts du paradis » de José Giovanni. Mais des cambrioleurs malchanceux, il y en a eu plein. Je ne résiste pas à l'envie de vous en raconter une. Nous sommes maintenant en 2015, à Brie-Comte-Robert en France. 2 voleurs décident de braquer un camion rempli de marchandises, alors que le camionneur est en train de se reposer. Les cambrioleurs en profitent, brisent la vitre de la cabine, extirpent l'homme et vident sa cargaison dans leur propre camion, puis s'enfuient. Jusqu'ici, c'est une affaire rondement menée, vous allez me dire, sauf que les voleurs pensaient voler des parfums. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils se sont aperçus que leur précieux butin était en fait des timbres. Par dépit, ils ont abandonné leur cargaison un peu plus loin. Allez, pour la dernière histoire, je vous invite au McDo. Un soir de juin 2016, 2 braqueurs entrent dans le McDo d'École Valentin en France. Ils tirent au fusil dans le plafond et prennent la caisse. Tout est planifié. À part peut-être la clientèle de ce soir-là. Effectivement, une équipe du GIGN, venant de terminer une mission, décide de s'offrir des burgers bien mérités. Arrivés au McDo, la police est en civil. Et pourtant, ils ont leurs armes sur eux. Ce qui fait bien, car ils peuvent poursuivre les voleurs. L'un tombe dans les escaliers, l'autre est blessé par balle. C'est un burger qu'ils mangeront froid. Merci beaucoup Tony pour ces histoires incroyables. Bien sûr, des histoires de braquage, il y en a des millions, et vous pouvez en trouver plein au cinéma. Personnellement, je vous conseille Braquage à l'italienne et Braquage à l'anglaise, qui sont mes favoris, sans oublier bien sûr les aventures du célèbre Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. En tout cas, chers auditeurs, faites bien attention entre juin et septembre. Apparemment, c'est la saison privilégiée pour les voleurs. C'était History Club. À bientôt.